Depuis le 15 août dernier, la chasse est ouverte, mais il semblerait que les battues soient de plus en plus maussades car il y a de moins en moins de sangliers. En parallèle, de plus en plus de témoignages nous disent que les sangliers débarquent en ville. Ont-ils appris à se cacher des chasseurs ou ont-ils déménagé? Qu'en est-il vraiment? Appelez-nous en direct au 0800 3x0 900 pour interagir avec notre invité. Nous allons faire un point sur la concentration des populations de sangliers. Avec vous, Paul et Tori, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité. Vous êtes le président de la Fédération de chasse de Corse du Sud. Et donc vous devez savoir, est-ce qu'il y en a trop ou pas assez des sangliers? Je vous ferai une réponse de Normand en disant ça dépend. Pourquoi ça dépend? Ça dépend comment? Ça dépend où? Ça dépend des zones. Ah. Alors, par exemple, on a constaté que dans les zones de montagne, il y a une très forte baisse au niveau de la population de sangliers, qui s'explique avec différents paramètres d'ailleurs. Mais le premier, c'est l'alimentation. Le sanglier qui fait 40 km dans la nuit descend vers les zones, disons, où il trouve beaucoup de nourriture, qui sont pour nous des zones sensibles, parce que ça, il provoque des dégâts, en désertant un petit peu la moyenne montagne. Ce qui explique que les tableaux de chasse en moyenne montagne ont diminué de moitié. J'ai cru qu'ils avaient perdu la main. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est pas... Alors, on a une réaction d'une téléspectatrice, Viviane, qui, elle, s'insurge en disant que les sangliers sont trop nombreux à être tués, surtout les petits qui se font massacrer par les chiens. Qu'est-ce que vous voulez lui répondre à Viviane? Bon, de toute façon, ils sont tellement nombreux depuis une décennie. Trop nombreux, donc. C'est vrai, il y a eu vraiment une prolifération extraordinaire jusqu'à il y a 2 ans. C'était devenu exponentiel. Et puis là, on a amorcé une petite baisse par rapport à la régulation que nous faisons. Mais si je suis d'accord pour l'histoire des marcassins qui se font attraper par les chiens et quelquefois massacrer, je pense que la première réflexion qu'elle nous fait est un peu exagérée. Ouais. Ouais. Il faut trouver une juste mesure entre les deux. Bien sûr. Alors, on entend des témoignages de riverains qui ont croisé des sangliers en ville. Ces témoignages se multiplient. Est-ce que ça veut dire que les sangliers ont définitivement migré aux abords des villes ou pas? Le sanglier, donc, recherche la nourriture en permanence. Mais est-ce qu'il descend? Est-ce qu'il remonte? Il descend, quelquefois il remonte, mais la plupart se sédentarisent dans les zones où il y a de l'alimentation. Donc, ce qui explique la différence entre les différentes zones, comme je le disais en début de mes propos. Bon, mais c'est vrai que le sanglier, avec les croisements qui sont opérés avec le porc domestique... mais ça, on va y revenir à cette... Donc, si vous voulez, le gène domestique a pris le dessus, et le sanglier n'a plus peur de l'homme. D'accord. Et automatiquement, on le retrouve aux portes des villes. Alors, on avait un estimateur de population de sangliers, François, qui devait être en ligne. Je ne sais pas si François est avec nous. Allô? Bonjour François. Bonjour. Alors, vous êtes estimateur des populations de sangliers, c'est-à-dire? En fait, donc, je travaille à la Fédération des chasseurs. Donc, voilà, je suis emmené à travailler sur l'ensemble des départements. Donc, j'arrive à avoir les échos aussi bien des secteurs de plaine, même la ville et la montagne aussi. Donc, j'arrive à savoir un petit peu où il y a trop de sangliers. C'est sur toute la Corse du Sud? Mais en fait, on est 2 à travailler sur tous les départements. Donc, moi, je m'occupe de la moitié nord. Oui. Et mon collègue, donc, sur la moitié sud. Alors maintenant qu'on a dit qu'ils désertaient la moyenne montagne pour arriver aux abords des villes, en gros, où est-ce qu'ils sont concentrés? Mais en gros, oui, en fait, donc c'est près des résidences. En fait, le sanglier, donc comme il cherche d'abord la nourriture et ensuite la sécurité. Donc après le dérangement, ça les perturbe pas, donc ils peuvent être près des routes. Le tout, c'est que, et souvent, ils sont dans des zones où l'acte de chasse ne peut pas se dérouler, donc vu la proximité des bâtiments. Ah, d'accord, le sanglier est malin, donc. Merci François pour cette précision. On a vu une réaction de René qui nous disait que les sangliers labouraient son jardin et qu'il était à 2 doigts de les allumer, donc j'imagine qu'il comptait régler le problème lui-même. René, est-ce qu'il a le droit de faire ça? Non, absolument pas.
Le droit d'affût a été supprimé depuis 10 ans, même plus depuis 15 ans, par Mme Brunet. Donc, on n'a pas le droit de se faire justice soi-même et de tirer sur les sangliers, surtout la nuit, ce qui peut être en plus très dangereux. Il faut dans ce cas-là avertir la fédération ou le maire, qui peut demander des battues de décantonnement ou des battues administratives à n'importe quel moment de l'année, de façon à régler ce problème de sangliers qui saccagent le jardin. Enfin, c'est le temps de saisir soit la fédération, ça soit va la vite, ça va vite. préfecture. Ouais, le sanglier a eu le temps de retourner le jardin, quand même. Oui, mais vous savez, il faut agir très vite parce que moi, je compare souvent les dégâts de sanglier au feu, aux incendies. Dès que ça part, il faut être là pour arrêter. Si on laisse se propager les dégâts, comme si on laisse se propager le feu, ça devient de plus en plus difficile. Donc, s'il avertit tout de suite la fédération ou le DDTM, on peut s'occuper de son cas rapidement, surtout maintenant avec par mail, les autorisations s'obtiennent très, très rapidement. Oui. Quand vous avez parlé de zones sensibles, tout à l'heure, c'est là où il y a des concentrations de sangliers. C'est là où il faut agir en priorité. Surtout là, voilà, parce qu'on a fait avec la Chambre d'agriculture et la préfecture une cartographie de la Corse où il est apparu que dans certaines zones, il y avait tous les ans des demandes d'indemnisation de dégâts et qu'il y avait tous les ans de plus en plus de cas qui se présentaient. Alors on les a classés zones sensibles, ce qui permet dans ces zones-là d'ouvrir la chasse non pas au 15 août, mais le 1er juin, à la demande de l'exploitant qui fait la demande directement au préfet sans passer par la fédération. Donc c'est comme ça qu'on arrive à réguler les populations. C'est un moyen de prévention, oui. Alors, vous avez parlé de la problématique des dégâts et de l'indemnisation. Si le fameux sanglier vient labourer le jardin de René, voire casser son mur, est-ce que René a le moyen de se faire indemniser? Alors, il faut savoir que l'indemnisation qui est prévue par la loi, c'est une indemnisation perte de récolte pour les exploitants qui sont officiellement déclarés. Donc René, ça ne marche pas? Donc s'il n'est pas déclaré à la MSA, s'il n'est pas déclaré comme exploitant, il ne peut pas bénéficier de cette prise en charge des dégâts par la fédération. Ce qui est quand même une anomalie, parce que quand on pense que le sanglier a un statut res nullus, c'est-à-dire n'appartient à personne, je ne vois pas comment. On demande aux chasseurs qui les tuent déjà, qui régulent la population par la chasse, de payer en plus les indemnités. Mais ça, c'est encore un cadeau de Mme Brunet qu'elle nous avait réservé pour mettre les fédérations en mal et en même temps lutter contre le maintien de la chasse, parce que ce qu'elle a essayé de faire, c'est éradiquer la chasse. Alors, vous parlez des remboursements aux exploitants agricoles. C'est donc la fédération qui va devoir payer tout ça. Qui doit payer. Mais alors, l'argent, d'où vient-il? Alors, jusqu'en 2000, c'était l'État qui remboursait les dégâts. Et puis, suite à cette loi Brunet, on nous a mis dans l'obligation de se substituer à l'État pour le faire. Alors, il faut savoir que les fédérations sont uniquement alimentées par les validations des permis de chasser et qui, en plus, est partagée avec l'État. C'est-à-dire, quand vous payez votre validation 120 €, vous avez 60 € qui partent à l'État, justement à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Et donc, nous vivons sur le budget qui est fait par la vente des permis de chasser, la validation des permis de chasser. Nous n'avons aucune autre subvention. D'accord. Alors, on va revenir sur cette problématique des indemnisations. Mais vous avez parlé tout à l'heure des croisements entre les cochons et les sangliers. Donc, ces fameux hybrides, certains les qualifient de cochongliers. Oui. Il y a déjà quelques années, il y a un exploitant agricole qui avait témoigné devant les caméras de France 3. On l'écoute. Pour moi, c'est plus un sanglier, c'est un cochon sanglier. C'est un croisement qui fait que c'est des bêtes qui font déporter peut-être 2 fois par an, avec 4 voire 5 petits, et qui ont peur de plus rien. Voilà, qui approchent les habitations. Et aujourd'hui, par rapport à ces attitudes-là, et par rapport à son évolution, par rapport au contexte, aujourd'hui, c'est quand même une espèce qui est très très dangereuse. C'est un véritable fléau. Alors là, ce monsieur, effectivement, on peut constater que les dégâts sur son exploitation, oui. Est-ce que c'est lié au sanglier? Ça, il faut faire une expertise.
Oui. Alors, dès qu'on reçoit un dossier de la part de l'exploitant, nous envoyons sur place les estimateurs. Bon, si c'est un dossier qui a été évalué par l'exploitant en dessous de 10 000 euros, ce sont nos estimateurs locaux. Si ça dépasse les 10 000 euros, on fait venir un expert national. Pour éviter que certains soient tentés par les abus, parce que l'excuse du sanglier qui saccage les exploitations, elle est peut-être facile. Donc on a eu des cas, justement, où on a tenté des dossiers qui n'étaient pas du tout solvables. Alors, Paul, nous avons Marcel qui est au téléphone. Bonjour Marcel. Oui, bonjour. Vous aviez une question à poser à Paul. Oui, j'ai une question à poser, je voulais... Allô? Oui, on vous écoute. Oui, il y a du larcène, là, je vois qu'on se... Alors, il faudrait éteindre le son de votre télévision. Oui, alors j'éteins le son de la télévision. Et vous nous entendez bien? Oui, c'est mieux. Tout juste. Hein. Oui, hein. Mais j'entends quand même le retour de voix. Hein. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous vouliez poser? La question est simple, je voulais savoir si la chasse au père d'eau est ouverte, parce que là, dans la vallée de la Bravonne, et depuis une semaine, ça tire du matin au soir. Pas les sangliers, les pères d'eau. Bon, on change d'espèce, mais enfin, le braconnage concerne les deux espèces d'ailleurs. Ça n'arrête jamais, on tire sur des sangliers toute l'année, comme on tire sur des perdreaux, vous venez de le signaler ici justement. Alors il faut savoir que les fédérations se sont vues retirer la police de la chasse depuis 1999. Donc vous, la fédération de chasse n'a Avant, plus le droit... nous avions une garderie fédérale, c'est-à-dire qui dépendait de la fédération. Là, elle est devenue nationale. Donc, et en plus, ils étaient 35 au départ, ils sont tombés à 15 pour toute la Corse. Donc comment voulez-vous que le braconnage soit sévèrement réprimé? Au contraire, les gens s'en donnent à cœur joie. Et comme en plus c'est du braconnage commercial, ça rapporte au gros. Alors attendez, on n'a pas de moyen de sévir pour le braconnage, donc les chasseurs sur les lieux, mais même pour les acheteurs, parce que vous dites que ça... Bien sûr, j'avais demandé il y a 3 ans à ce qu'il y ait une commission qui se déplace contrôler un petit peu certains restaurants, parce qu'ils affichent même le sanglier au menu. Il y a eu en tout et pour tout 2 contrôles et ça s'est arrêté là. Parce qu'en plus, il y a un autre problème. Là, je sors un peu de la question posée par Marcel. Il y a un autre problème, c'est un problème sanitaire. C'est de la viande qui n'est pas suivie donc sanitairement, qui n'a pas de traçabilité et que l'on fait consommer dans certains restaurants avec un risque vraiment de contamination. Parce que les maladies du sanglier, ça existe quand même. Paul, est-ce qu'il y a des chances, pour revenir au sanglier, qu'il remonte vers la moyenne montagne et qu'il déserte un petit peu les agglomérations ou le pourtour des agglomérations? Ça me paraît difficile parce que quand il a pris ses habitudes de sédentarisation dans un endroit, il en change difficilement. Bon, c'est surtout s'il trouve tout ce qu'il recherche en cet endroit. Bon, par contre, dans certains endroits où il ne trouve plus ce qu'il recherche, il peut déménager. Mais dans un sens plutôt vers les zones sensibles. L'inverse me semble difficile à réaliser. Oui, d'accord. Alors, puisqu'on ne peut pas les faire remonter, puisqu'on n'a pas de solution, si ce n'est les battues administratives pour réguler, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il va falloir qu'on apprenne à vivre avec les sangliers dans les villes? Mais, de toute façon, avec les mesures de prévention que nous avons prises, ça va quand même avoir de l'effet. On le constate depuis 2 ans déjà. Quand vous chassez le sanglier à partir du 1er juin, je disais tout à l'heure qu'il y avait deux portées par an, donc une juin, juillet, août, et l'autre plutôt février, mars. Bon, donc avec ces 2 portées par an dues au croisement, eh bien, il a fallu, c'est vrai, ouvrir par anticipation la chasse et la fermer, la retarder, puisque nous fermions la chasse au 28 février. Ça a eu pour effet de faire tuer un maximum de lait suité et de lait pleine, ce qui, incontestablement, a fait baisser la population.
D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie Paul pour toutes vos explications. Je pense que vous reviendrez bientôt, si ce n'est pas pour les perdrix, ce sera pour les sangliers. Et je voudrais vous annoncer que demain, nous allons avoir à votre place Sébastien Bonne-Hardy. C'est notre jardinier, il va nous dire s'il est encore temps de planter ou pas au mois de septembre. Et si oui, qu'est-ce qu'on plante? Est-ce que vous avez entendu parler de la permaculture? Est-ce que ça vous intéresserait, Paul, d'avoir un jardin qui est magnifique sans rien faire? Oui. Non, mais qu'il fasse quand même attention aux sangliers. Oui, c'est vrai, faites attention aux sangliers, Sébastien, parce que ça peut devenir compliqué. Alors, vous pourrez poser des questions à Sébastien en nous appelant 0800 3 x 0900, nous écrire aussi à l'adresse internet qui s'est peut-être affichée, sinon je vous le rappelle, c'est insem@francetv.fr. Et moi, je vous donne rendez-vous demain, même endroit, même heure. Ciao.